et mes collègues qui sont également présents sur ce webinaire. Je suis accompagné de Thibaut, Nathalie, Marie et Olivier, et peut-être quelques autres qui vont se connecter en cours de route, qui répondront à vos questions au fur et à mesure. Je vous invite à poser les questions sur le chat, fenêtre de chat, et il y aura un temps d'échange de questions-réponses. C'est prévu dans le webinaire. On est ici, enfin je suis ici pour vous parler essentiellement d'informatique. Je vais partager tout de suite mon écran et vous parler surtout d'accessibilité et d'informatique et d'accessibilité liée à la déficience visuelle. Je pense que mon écran est visible par tout le monde. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous-même vous manifester sur le chat. Personne ne se manifeste, donc c'est que l'écran doit être visible. Super. Donc, aujourd'hui, les questions liées à l'informatique, c'est des questions qui forcément vont prennent déjà et prennent de plus en plus d'importance. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société et sur des postes de travail qui sont tous de plus en plus dématérialisés. L'utilisation du papier, certes, elle se fait encore, mais elle tend à disparaître. On utilise de moins en moins de papier et on va utiliser de plus en plus de procédures dématérialisées, de gestion de documents numériques et de travail de manière totalement dématérialisée et électronique. Ce qui forcément, en termes d'accessibilité et de déficience visuelle, pose certains problèmes. Donc vous avez ici le sommaire du webinaire. On va commencer par parler sur les difficultés rencontrées par les déficients visuels sur les postes informatiques. On fera ensuite ensemble un petit point sur l'accessibilité Windows, une présentation des deux grandes familles de solutions, les forces et les faiblesses de chaque solution, et on fera un point également sur les acteurs d'une adaptation informatique réussie, les prérequis matériels, l'importance de l'audit et de l'analyse du poste de travail avant la mise en place d'actions. Un petit point également sur les aides matérielles susceptibles d'aider la personne sur ces problématiques. Un autre point sur la formation et le suivi d'une session de questions-réponses. Pardon. Alors, on me dit qu'on ne peut pas en plein écran. Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux, d'accord. Donc, les difficultés rencontrées par les déficients visuels sur les postes de travail informatique, vous avez en fait, en définitive, le premier exemple juste là, sur la petite image d'illustration, puisque là, on est sur le cas de figure d'une personne qui va avoir, en tout cas, on suppose, une difficulté visuelle, puisqu'elle rapproche ses yeux de l'écran, et ce qui fait que indirectement, ça va induire des difficultés et des douleurs au niveau de son cou. Les quelques ergonomes qui sont sur le chat parleront de troubles musculo-squelettiques, je crois. C'est totalement ça. Et en fait, une première analyse de la situation pourrait laisser entendre que le problème n'est que musculaire, sauf que le problème de traiter la partie musculaire et pas la partie visuelle, si je puis dire, la partie liée à la pathologie visuelle, vous allez traiter le symptôme et non la cause du problème. Donc, c'est déjà une première problématique. Il ne faut vraiment pas oublier que la déficience visuelle est un handicap invisible et qu'il faut être extrêmement vigilant en premier lieu sur ces situations où vous allez rencontrer des gens dans le cadre de vos différentes activités, que vous soyez ergonome ou préventeur au sens large, vous allez être amené, vous êtes déjà amené à rencontrer ce type de situation où la personne ne pense pas avoir de difficultés visuelles, mais a une posture de travail ou une posture face à l'écran qui est mauvaise. Ce n'est pas forcément un problème visuel, mais c'est un point de vigilance qu'il faut garder à l'esprit. Vous avez encore une fois un autre exemple. Là, typiquement, on va parler de fatigue oculaire ou de fatigue visuelle. C'est des problématiques qu'on rencontre forcément de plus en plus. C'est l'effet pervers de dématérialiser tout le papier. On est surexposé aux écrans,
que ce soit les ordinateurs, les téléphones, voire même dans une moindre mesure la télévision, et ce qui fait qu'on va avoir tendance à beaucoup plus subir la lumière bleue et beaucoup plus subir de stimuli liés aux écrans, et forcément, il y a une fatigabilité au niveau des yeux qui s'en ressent. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont soumis à ça. Moi, je sais qu'en fin de journée, typiquement, j'ai souvent mal aux yeux, et je sais que c'est lié aux écrans. Donc, c'est aussi un point à surveiller, un point de vigilance en définitive à avoir. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui se plaint le soir d'avoir les yeux fatigués, d'avoir du mal à lire, d'avoir éventuellement même des migraines ophtalmiques, des céphalées, c'est un point de vigilance qu'il faut que vous ayez à l'esprit, et c'est qu'il y a peut-être une problématique liée à la déficience visuelle. Là, vous avez ici, pour l'exemple, un exemple de poste de travail qui a été adapté, en définitive, sur un fichier Word, où le texte a été volontairement passé en blanc sur fond noir, à l'aide des logiciels qu'on verra dans quelques minutes, et grossi, de manière à pouvoir permettre une lecture aisée et moins fatigante de tout ce qui se passe à l'écran. Forcément, on améliore la lisibilité, on va améliorer aussi la fatigue oculaire, on aura moins de fatigue oculaire. On a également pris soin de mettre un bras ici pour surélever l'écran pour que l'écran soit au niveau des yeux. Et ça permet justement de réduire la fatigabilité en milieu professionnel, et donc de permettre à la personne de préserver sa santé tout en travaillant de manière plus efficace. L'accessibilité Windows, puisque aujourd'hui, on estime qu'environ 92% du parc informatique mondial est sous Windows, peut-être pas 92, mais en tout cas un bon 80, le reste étant occupé par Apple et à la marge par Linux. Donc Windows étant quand même le système d'exploitation le plus diffusé au monde, il est normal que Windows ait des options d'accessibilité intégrées à son OS. Alors quand je dis OS, quand je dis Windows, c'est Windows 10, Windows 11, Windows 7. C'est ceux qui sont actuellement le plus utilisés. À savoir que Windows, depuis, ça a commencé avec Windows XP, ça s'est vraiment développé avec Windows 7, intègre directement des options d'ergonomie qui vont permettre, dans une certaine mesure, d'améliorer la lisibilité de ce qu'il y a à l'écran. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas la manipulation et qui veulent aller voir, il va juste falloir aller dans le menu Windows, dans le menu démarrer, qui va se trouver sur Windows 10 en bas à gauche ou sur Windows 11 en bas sur la barre du milieu, chercher les paramètres, qui est une icône de roue crantée en règle générale, et sélectionner Options d'ergonomie. Ça, c'est une manipulation que je vous invite à noter. Je pourrais vous la redonner si vous le désirez dans un second temps. Et ça va permettre en fait de rentrer dans les options d'ergonomie, où là, vous allez avoir les différentes options disponibles, pathologie par pathologie. En l'occurrence, là, nous, on va s'intéresser uniquement à la partie visuelle, et ça va permettre un certain nombre de choses. La première, grossir les caractères, modifier éventuellement, si on le désire, les couleurs de son Windows, de manière à augmenter le contraste, comme on l'a vu sur la photo qui est juste là. Et ça va permettre également même de faire parler le PC, d'utiliser ce qu'on appelle le narrateur, qui est d'écran. Le lecteur d'écran, j'y reviens dans quelques minutes. Ça va permettre de vocaliser le PC. Et donc, par voie de conséquence, d'améliorer l'accessibilité du PC de manière globale. Cette solution, elle permet, elle a un premier avantage, c'est qu'elle est totalement gratuite. Donc, elle est totalement gratuite et on aurait tort de ne pas l'utiliser. Elle a un autre avantage, c'est que l'utilisateur qui a toujours utilisé Windows et qui doit utiliser les options d'accessibilité de Windows, ça ne va pas changer ses habitudes de travail. Donc ça, c'est quand même tout de suite assez intéressant. On ne va pas bousculer les habitudes de la personne, on va le garder dans un environnement qu'elle connaît, avec des habitudes qu'elle a, qu'elle connaît. On va juste mettre quelques petites aides en plus en place, mais de manière très légère, pour qu'elle puisse continuer à travailler sereinement. Le troisième avantage, c'est qu'on n'a pas de surcouche logicielle, c'est-à-dire qu'on n'ajoute rien à ce qui est déjà existant. Donc, on va pouvoir utiliser le PC tel qu'il est fourni d'origine,
pour utiliser ces options d'accessibilité. Par contre, il y a quand même quelques inconvénients. Le premier, c'est qu'en cas de fort grossissement ou en cas d'aménagement un petit peu plus lourd que ce qui est prévu à la base, bah forcément, on va être limité en qualité. Vous allez avoir, pour ceux qui connaissent, avec un zoom un petit peu plus élevé, une espèce d'effet d'escalier qui va très vite arriver sur les caractères et qui va les rendre illisibles. Et puis, le plus gros désavantage pour moi de cette solution avec le narrateur, avec l'accessibilité Windows, ça va nécessiter de réapprendre totalement l'usage du PC, puisque le narrateur, et j'y viens un petit peu après quand je vous parle des lecteurs d'écran, va être utilisé pour travailler sans souris, essentiellement, même si on peut utiliser la souris, mais c'est fortement déconseillé. Et donc, il va falloir réapprendre à utiliser le PC en utilisant uniquement les raccourcis clavier. Néanmoins, ça reste, pour un premier niveau d'accessibilité, des choses qui sont pertinentes et que je vous encourage à tester et à faire tester. Ça permettra aussi d'avoir une première approche de la chose, de sensibiliser aussi la personne quand vous allez commencer à évoquer le sujet de l'informatique. Alors, selon son niveau, selon ce qu'elle a fait, vous allez pouvoir commencer à la sensibiliser par ce biais-là. Et donc, vous allez pouvoir aussi poser les premiers jalons pour éventuellement une accessibilité un petit peu plus poussée à l'aide des autres logiciels qu'on va voir dans quelques secondes. Justement, on y vient, slide numéro 3, présentation des différentes solutions. Il faut déjà bien comprendre que dans l'adaptation informatique et la définition visuelle, dans ce monde-là, vous avez deux grosses catégories de familles. Vous avez d'un côté les agrandisseurs d'écran et d'un côté les lecteurs d'écran. Je viens à la différence entre les deux sur mon prochain slide. Vous avez juste à retenir pour l'instant que vous avez dans les agrandisseurs d'écran un logiciel qui s'appelle ZoomText et qui va avoir son concurrent qui s'appelle Supernova. Fondamentalement, ces deux logiciels vont faire la même chose, à savoir agrandir ce qu'il y a sur l'écran, modifier les réglages de couleurs, modifier éventuellement les pointeurs de souris et éventuellement en appoint vocaliser le texte, mais ce n'est pas leur fonction principale, même s'ils peuvent le faire, ça ne va pas être leur fonction principale. Et d'un autre côté, les lecteurs d'écran, où là, on va totalement oublier la notion d'agrandissement, de zoom, de contraste. C'est quelque chose qu'on va oublier totalement, puisque les lecteurs d'écran sont destinés essentiellement aux personnes qui sont atteintes de cécité ou de malvoyance profonde. Et là, en fait, on va se concentrer uniquement sur la partie vocalisation, sur la partie navigation à l'aide de raccourcis clavier. Et donc, on va vraiment avoir une synthèse vocale qui va être très, très, très précise, très pointue, qui va donner énormément de détails, parfois même trop. C'est un autre écueil sur lequel il faut être vigilant. Et pour lesquels les deux principaux représentants sont JAWS, en logiciel payant, et NVDA, NVDA qui a l'avantage d'être gratuit. Alors, puisqu'on en est à parler de ZoomText et de Fusion, je vais essayer de partager ma deuxième fenêtre. Et voilà, elle est là, parfait. Je vais passer en plein écran. Voilà, là vous avez ici un exemple d'interface ZoomText. Voilà, où en fait vous allez avoir une surcouche logicielle qui va être là, où là on va pouvoir régler le niveau de zoom. On peut, comme vous le voyez, modifier la couleur du pointeur. Le gros avantage, c'est que quand on zoome avec ZoomText, on a une image qui est extrêmement lisse, extrêmement propre. Ça, c'est un avantage certain. Vous allez avoir aussi la possibilité de modifier le zoom, de se déplacer par incrément, et ça va permettre en fait de modifier l'utilisation du PC, mais de manière purement visuelle, tout comme Supernova, où en fait on va avoir une interface très proche. Supernova et ZoomText vont travailler peu ou prou de la même manière. Attention, hein, ce sont deux logiciels qui sont ici, qui vont permettre donc de zoomer, de dézoomer, de grossir du texte, comme on le voit sur l'exemple qui est là, et éventuellement de vocaliser du texte. Alors, je n'ai pas mis le son, puisque la vidéo est en anglais, donc ça aurait peu d'intérêt, mais on peut avoir un retour vocal
sur ces logiciels. Et vous avez enfin la troisième solution, qui est ce que moi j'ai appelé les logiciels hybrides. Alors, le plus connu, c'est ZoomText Fusion. ZoomText Fusion, qui en fait va être le parfait mélange entre ZoomText et JAWS. C'est une suite logicielle qui va inclure et ZoomText, donc et des fonctions d'amélioration visuelle, et JAWS pour avoir une synthèse vocale qui va être le plus efficace possible et le plus optimum. L'intérêt de cette solution, qui est hybride, le premier intérêt, c'est que vous allez avoir le meilleur des deux mondes. Ça va être extrêmement utile en cas de pathologie évolutive. Une personne qui va avoir un restant visuel, et on sait, nous, en tant que, enfin, vous savez, vous, en tant que préventeur, et nous, en tant que distributeur, on se doute aussi qu'à terme, cette personne sera en cécité. Psychologiquement, ça peut être dur à encaisser de lui dire, écoutez, vous allez passer tout de suite un lecteur d'écran. Le logiciel Fusion permet ça, permet de dire, écoutez, vous avez encore un restant visuel, on va l'optimiser, on va garder ce qui existe en visuel. Par contre, on vous met en plus JAWS et vous allez petit à petit apprendre à utiliser JAWS. Et là, automatiquement, il y a une espèce de courbe de progression qui va se mettre en place, en fait. Et le passage va se faire totalement naturellement et de manière totalement fluide, si la personne est bien sûr accompagnée. Ça, c'est évidemment indispensable. Et vous avez chez Supernova, enfin chez Dolphin, Supernova Entreprise, qui va être totalement équivalent à ZoomText Fusion. La grosse différence, je reviens un petit peu au-dessus, entre les produits de chez Fusion et de chez ZoomText, pardon, et le produit Supernova, il ne va pas y avoir énormément de différence. La principale différence, ça va être sur la gestion des logiciels métiers. Quand je dis logiciel métier, alors il faut déjà le définir effectivement. Qu'est-ce qu'un logiciel métier? Un logiciel métier, ça va être un logiciel qui va être développé, utilisé pour une tâche précise qui n'est pas forcément conçue à la base pour Windows. Décrocher un standard, faire de la comptabilité. Dans certains ministères aussi, pour suivre leurs documents, ils ont des logiciels en interne. Tout ça, en général, va être traité par des logiciels métiers qui sont des logiciels qui ne font qu'une seule chose et qui le font de manière extrêmement poussée. Ces logiciels métiers, bien souvent, ne sont pas développés en termes d'accessibilité. Et donc, on est obligé, nous, avec nos logiciels à nous, pour que la personne puisse travailler, de trouver la meilleure solution, voire de réadapter légèrement l'affichage de ces logiciels. Et en règle générale, Supernova permet une meilleure efficacité sur ce point-là. Même si ZoomText sait le faire aussi, dans tous les cas, il faut se poser la question duquel on va utiliser et pourquoi. Les forces et les faiblesses de chaque solution. Donc, vous avez d'un côté les logiciels agrandisseurs d'écran. Comme je l'ai déjà dit, ça permet de rester dans un environnement visuel classique. Même si on grossit, même si on change les couleurs, on restera en visuel. Donc, on va pouvoir utiliser la souris. On va pouvoir utiliser son clavier tel qu'on le faisait. Ça va permettre aussi d'améliorer le ressenti visuel de la personne, en passant par exemple au contraste inversé, comme on l'a vu, pour limiter la fatigue oculaire. Ça évite de changer l'ensemble des habitudes de travail de la personne. On peut normalement toujours utiliser la souris. Et on peut, en bonus, ajouter une synthèse vocale, qui, même si elle est moins précise que celle des lecteurs d'écran, elle est là quand même. Par contre, c'est des logiciels qui, bien souvent, sont gourmands en ressources système et il va falloir un PC assez puissant pour les faire tourner. Donc, c'est un point de vigilance aussi pour vous. Il faut penser à ça, vérifier systématiquement est-ce que la configuration est bien adaptée à ce qu'on veut faire. Ça nécessite également toujours un petit temps d'adaptation pour lequel il faut clairement accompagner la personne, hein, ça c'est certain. Et comme je le disais juste avant, pour certains logiciels métiers très spécifiques, des adaptations doivent potentiellement être envisagées. De l'autre côté, vous avez les lecteurs d'écran, qui eux vont être donc totalement vocalisés. Le gros avantage, c'est que ça va permettre à une personne qui est en cécité totale d'utiliser son environnement de travail sans grosse difficulté. Passer la période d'apprentissage, l'utilisateur, même en étant en cécité totale, il sera aussi autonome que vous et moi. Ça va permettre également, au niveau des synthèses vocales, d'être beaucoup plus fin dans ce qu'on veut dire ou faire dire, pour être précis. Il y a même la prise en charge de certains dialectes qui est gérée par ces synthèses.
On peut utiliser également ces logiciels en coordination avec une plage braille pour plus de discrétion, excusez-moi. Alors, le gros avantage, typiquement, l'exemple typique, ça va être une personne qui est en centre d'appel. Si elle a quelqu'un au téléphone sur une oreille et que sur l'autre oreille, elle a un retour vocal de sa synthèse, ça va être très compliqué pour travailler. Et en fait, le fait de brancher une plage braille va permettre à la personne de prendre connaissance de l'information informatique à l'aide de cette plage braille, puisque c'est la plage braille qui va retranscrire le texte qui est à l'écran. Et donc, au toucher, on pourra prendre connaissance de l'information. Inconvénient, l'apprentissage est forcément beaucoup plus long. En tout cas, il est plus long. Pourquoi? Parce que un PC, naturellement, c'est fait pour être utilisé avec une souris. Là, sur ces logiciels-là, la souris ne peut pas être utilisée. Alors, pourquoi elle ne peut pas être utilisée? Tout simplement parce qu'une souris, pour se repérer sur un bureau, elle va utiliser des coordonnées d'abscisse et d'ordonnées. Et ça, le logiciel, il n'est pas capable de vous dire à tel instant, vous êtes à X et Y, tel endroit de l'écran, et une seconde après, tel autre endroit de l'écran. Donc, on va nécessairement travailler en raccourci clavier. Ça nécessite du coup d'avoir une parfaite connaissance de son clavier, en tout cas le plus précise possible, et idéalement même de son système d'exploitation. On n'a aucune aide visuelle, ou en tout cas très peu. Et pour certains logiciels métiers, certaines adaptations en plus doivent être anticipées en amont. À savoir que ces logiciels, ils existent en version téléchargement ou en version clé USB. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. En règle générale, ces logiciels, vous avez droit à 3 activations par licence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous achetez un logiciel, vous allez pouvoir soit l'installer 3 fois en simultané, soit 3 fois au fur et à mesure du temps. Ça, c'est à vous de voir. Ça peut être pertinent si vous avez plusieurs postes de travail, mais dans tous les cas, vous serez forcément limité à 3. Par contre, attention, forcément, une personne qui va beaucoup se déplacer et travailler sur plus de 3 PC, ce ne sera pas adapté. Et puis, le point négatif le plus important avec la version téléchargement, il faut que le service informatique de la structure où travaille la personne soit en mesure de suivre le nombre d'activations et de faire un suivi des activations sur le poste de travail. À côté de ça, vous avez la version sur clé USB. Alors, le gros avantage, c'est que la personne va toujours avoir la licence sur sa clé et potentiellement sur elle. Il suffit de mettre la clé dans la poche et puis de la sortir au besoin. Il n'y a aucune réelle notion d'activation, c'est-à-dire que vous branchez la clé USB dans le PC et automatiquement, le logiciel va démarrer et ça va marcher tout de suite. Ça va aussi être très pratique si le PC est utilisé par plusieurs personnes. On peut avoir un PC standard et puis la personne qui a besoin de son Rumpet ou de son Supernova va brancher sa clé quand elle en aura besoin. Forcément, c'est extrêmement utile si la personne se déplace énormément. Ça va également être utile, alors sur tout ce qui est flex office, tout ce qui est bureau mobile. La grande mode en ce moment, c'est les gens arrivent le matin, ils se mettent le gars de la place. Là, typiquement, la version clé USB est très pertinente pour ce cas de figure. Par contre, attention, ça reste une version sur clé USB avec les risques liés à une clé USB. Si la clé est perdue, si elle est détériorée, si, comme je l'ai déjà vu, elle passe à la machine à laver, ça peut arriver. Forcément, la clé est perdue et par extension, la licence est également perdue. Il y a des moyens de récupérer la licence en faisant des mails aux fabricants, etc. Mais c'est tout de suite plus compliqué. Donc, c'est vraiment aussi des questions à se poser. Est-ce qu'il faut mieux une version en téléchargement totalement dématérialisée, sachant qu'il faut quand même suivre le nombre d'activations, sachant que si la personne se déplace beaucoup, sera amenée à se déplacer beaucoup, ce n'est pas forcément l'idéal, ou alors une version sur clé USB qui permet de s'affranchir de ces problèmes-là, tout en sachant qu'il y a un risque, même minime, de perte de clé USB. Les différents acteurs d'une adaptation informatique réussie. Donc, au centre de ce schéma, vous avez l'utilisateur. L'utilisateur est toujours au centre de ces questions. Après, tous les acteurs qui sont autour, qu'ils soient médecins du travail, Cap emploi, GFIP, RH, ergonome, DSI, orthoptiste ou même nous chez C'est Flou,
on va avoir à des degrés divers notre importance sur toutes ces questions. Le médecin du travail et l'orthoptiste, sur ce cas de figure, moi j'ai tendance à les placer plus ou moins au même niveau parce que c'est eux qui vont déceler la problématique visuelle à la base. Ils ont ce rôle d'alerte. Attention, vous avez une problématique visuelle, vous avez, comme on disait il y a 50 ans, la vue basse. Euh, les RH, forcément, c'est eux qui vont mettre en place, avec les médecins du travail, il y a bien évidemment un plan d'action en place pour l'adaptation du poste de travail de la personne, bien souvent aidé par Cap Emploi et un ergonome qui soit interne ou à Cap Emploi ou externe, tous les cas de figure existent. L'AGFIP, elle, va s'occuper de la partie, AGFIP/FIPHP, pardon, va s'occuper de la partie financement, suivi du dossier, la partie un petit peu administrative. Et la DSI, et c'est flou, nous, on va agir plus sur le volet opérationnel de la chose. Moi, aujourd'hui, nous, chez C'est Flou, on a cette capacité à parler un petit peu tous ces langages. Bien souvent, le problème, le cas de figure qui se pose, c'est un utilisateur qui a besoin d'un logiciel et une DSI qui ne connaît pas ces logiciels et qui forcément est un petit peu réticente à mettre en place ces solutions. Il y a toujours quelques petites difficultés, hein. Et donc, notre rôle chez C'est Flou, à moi et à mes collègues qui sont actuellement sur le chat, ça va être de vous aider à résoudre ces difficultés. On a tous l'avantage de parler le langage de la DSI, et un petit peu du vôtre aussi, sinon vous ne seriez pas là. Et donc à aplanir les difficultés et à trouver pour vous des solutions. Encore une fois, toujours dans l'intérêt de l'utilisateur, l'idée c'est vraiment d'adapter son poste de travail de manière à ce qu'il soit le plus rapidement possible autonome, efficient au travail et préserver sa santé. Et ça nécessite aussi, quand il y a des process comme ça d'adaptation de poste de travail et d'installation de programmes informatiques, de mettre la DSI dans la boucle au plus tôt. Dans l'idéal, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir un référent au niveau de la DSI, au moins sur le dossier, qui va suivre le dossier de A jusqu'à Z, et au moins, on sera sûr forcément d'être totalement raccord sur ces questions-là. Les prérequis matériels. Alors, comme je l'ai dit au début, il y a un grand avantage à utiliser l'accessibilité Windows dès le début. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas à se soucier du prérequis matériel. C'est Windows, c'est installé, forcément, ça va marcher. Alors, ça ne marchera peut-être pas pour les logiciels métiers, mais en tout cas, on aura une loupe, on aura la possibilité de modifier les contrastes, et c'est beaucoup moins de contraintes à l'utilisation. Par contre, comme je l'ai dit aussi, sur Supernova et surtout sur ZoomText, et c'est valable aussi pour les autres, il va y avoir toujours cette question à se poser, cette problématique de est-ce que le PC est assez puissant? Vous avez ici la liste de ce qui est ici la configuration minimale pour utiliser ces logiciels, et ici la configuration recommandée. Je vous conseille toujours de partir sur la configuration recommandée. Les points les plus importants, c'est vraiment les 16 Go de RAM et le disque dur SSD. On peut se permettre d'avoir un processeur un petit peu moins puissant, encore que, mais il faut vraiment faire attention à avoir 16 Go de RAM pour que le logiciel puisse fonctionner, et surtout fonctionner de manière confortable et fluide, et un disque dur SSD pour limiter les temps d'accès aux différents éléments. Voilà. On peut bien sûr travailler avec 8 Go de RAM, ça c'est évident, mais c'est beaucoup moins fluide. On peut avoir des problèmes potentiellement de lenteur, de compatibilité. Et je ne l'ai pas dit, je m'en rends compte, mais pour tout ce qui est ZoomText, Supernova et JAWS, des versions de démonstration existent. Donc, si vous avez un doute sur une configuration, il faut vraiment penser à nous demander, si vous ne savez pas où les trouver, hein, soit les télécharger, soit nous les demander. Ces versions d'évaluation, on vous les envoie. Déjà, on va échanger par téléphone quand même pour valider le besoin, hein, être sûr que ça convient, etc. Et on vous enverra les versions d'évaluation et ça permettra de tester la partie configuration. C'est une possibilité. Il y en a une autre, j'y viens dans quelques minutes.
Je vous laisse le slide encore 30 secondes si vous voulez noter. L'audit de compatibilité. Aujourd'hui, ces problématiques liées à l'informatique, il y en a forcément un certain nombre, hein, on en a vu là rapidement quelques-unes, il peut y en avoir d'autres. Les plus complexes, en définitive, que vous aurez traitées, ça va être est-ce que mon choix de logiciel est le bon? Et puis, est-ce que ça va être compatible avec les logiciels métiers? Je pourrais vous l'expliquer en long, en large et en travers, j'ai déjà commencé. Mais le mieux, si vous avez un doute, c'est vraiment de nous contacter. On est là pour vous accompagner. Nous, avant chaque vente de logiciels ou même prestation de formation, hein, puisque c'est aussi des choses qu'on fait, on fait systématiquement un audit logiciel qui va durer une demi-heure par téléphone, et puis avec une prise en main à distance, et ça va permettre de valider certains points. Justement, est-ce que le PC est assez puissant? Ça fait partie des points qui vont être validés en amont. Est-ce qu'il y a des logiciels métiers? S'il y a des logiciels métiers, pourquoi ils sont utilisés? Est-ce que vraiment toutes les fonctions sont utilisées? Est-ce que le PC est à jour aussi? Ça, c'est des choses importantes. Est-ce que le système est à jour? S'il ne l'est pas, pourquoi? Est-ce que c'est une volonté de la DSI? Est-ce que c'est un oubli? Toutes ces questions-là, on va se les poser. On va les poser aussi, donc en règle générale, à la DSI, au service informatique en définitive, hein, et à l'utilisateur. L'idée, ça va vraiment être de faire un point, poser un état des lieux avec l'utilisateur, et avec lui, et avec vous forcément par extension, hein, trouver des solutions pour construire son projet brique par brique, hein, quelque part. Hein. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter du conseil et de vous faciliter la vie à ce niveau-là. Et on va du coup en profiter pour faire tester ces versions d'évaluation pour avoir un premier ressenti de la personne. Est-ce que ça convient? Est-ce que ça apporte du confort à la personne? Est-ce que tout est parfait? Ou alors est-ce que on s'est trompé et dans ces cas-là, il faut partir sur une autre solution? Dans tous les cas, en cas de question, en cas de doute, je vous invite à nous contacter. L'importance de refaire un point à chaque mise à jour logicielle, ça, effectivement, c'est extrêmement important. C'est quelque chose où on s'est rendu compte. On a assez régulièrement des personnes qui vont avoir acheté un logiciel en 2021, par exemple. Ça se passe très bien. Et puis, tout d'un coup, du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, la personne ne sait pas pourquoi. Ça ne marche plus. Là, c'est des problématiques qui se posent souvent en entreprise. Et bien souvent, c'est après des mises à jour, après des changements de protocole en définitive. Et il arrive de temps en temps que la personne n'ose pas dire que ça ne marche plus et essaie de masquer un petit peu cette problématique, de peur tout simplement, de peur d'avoir fait une bêtise. Je veux dire, c'est comme tout le monde. Moi, si demain ma voiture ne démarre pas, je vais me poser des questions. Et bien là, c'est un peu pareil. Et donc, bien souvent, on est appelé un petit peu en catastrophe parce que la personne est en difficulté, parfois depuis plusieurs jours, semaines ou mois, et on ne s'en est pas rendu compte tout de suite parce qu'elle a réussi à se débrouiller sans son logiciel, mais du coup, forcément, sa santé en a pâti. Elle est plus lente qu'avant, elle est plus fatiguée, ou alors parce que tout simplement, on ne s'en était pas rendu compte. Et ça peut mener déjà, dans un premier temps, à un vrai risque d'isolement social, parce que l'utilisateur est dans l'incapacité de faire ses tâches courantes. Et puis en plus, c'est vraiment problématique. Et bien souvent, on est sollicité en urgence en nous appelant, en disant voilà, j'ai un utilisateur qui est arrivé, il ne peut pas travailler. Il est dans l'incapacité de travailler parce qu'il n'a pas de logiciel ou parce qu'il y a une mise à jour, parce que là, voilà. Il faut vraiment être très vigilant à ces questions-là, que vous vous posiez la question quand vous avez des mises à jour de votre parc informatique au sens large. Hein. Ça peut être logiciel comme ça peut être matériel. Il faut vraiment se poser ces questions-là. Est-ce que le ZoomText ou le JAWS ou le SuperNova de mon utilisateur va marcher? Si vous avez un doute, on repasse en phase d'audit, on refait un point. Et au moins, on part sur des bases saines et on évite ces écueils-là. Mais c'est un point sur lequel je vous invite tous et toutes à être extrêmement vigilants parce que c'est des choses qui arrivent. Ou même également des logiciels, des fabricants qui mettent leur logiciel à jour.
On a le cas de figure là avec Dragon Naturally Speaking, dont la nouvelle mise à jour sort dans quelques jours. Et c'est un point sur lequel il faut commencer à anticiper, commencer à préparer l'avenir et être sûr que la nouvelle version marchera avec tout. Et puis, accessoirement aussi, vérifier que l'ancienne marchera avec les nouveautés de Windows. Donc, pour ces questions-là, même pour Dragon Naturally Speaking, on peut vous renseigner sur ces questions-là aussi. Les aides matérielles pour un aménagement informatique optimum. Là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé informatique, logiciel, etc. C'est pas tout. C'est qu'une partie de la problématique. Il faut prendre l'aménagement de poste de travail dans sa globalité. Il faut vraiment, bien évidemment, améliorer la partie informatique, mais si vous avez un affichage qui est nickel, si vous avez par contre un clavier qui a 20 ans d'âge avec des autocollants et des lettres effacées, vous n'aurez fait que la moitié du travail. Donc il faut envisager aussi, réfléchir, est-ce qu'il ne serait pas pertinent de changer de clavier contre un clavier à gros caractère, par exemple. Je reviens à ma photo de tout à l'heure avec la personne qui avait le cou totalement tendu. Est-ce qu'il n'est pas judicieux d'installer un bras porte-écran de manière à ce que l'écran soit à la hauteur des yeux de la personne pour éviter les douleurs au niveau de la nuque? Est-ce que cette personne travaille dans un immeuble avec beaucoup de baies vitrées? Auquel cas, on peut envisager d'installer des filtres anti-reflets. Et puis, surtout, l'essentiel, selon moi, quand on commence à regarder un petit peu ce qu'il y a autour du poste de travail, la gestion de la lumière ambiante. On travaille beaucoup, moi je vais souvent en clientèle, hein, dans des open space où la mode est aux dalles à LED très très blanche. C'est très vite gênant. Pourquoi? Parce que c'est une source de lumière directe qu'on a dans les yeux en permanence et ça crée au moins une gêne visuelle, à minima, voire à la fin de la journée des céphalées. Donc là, on peut envisager ce type de lampadaires, par exemple, qui sont des lampadaires à lumière indirecte, qui vont permettre d'apporter un éclairage homogène dans toute une pièce sans être agressif pour la personne. Et en plus, on a plusieurs températures de couleur, etc., etc. Donc tout ça, c'est des questions qu'il faut effectivement penser à se poser. Adapter la partie informatique, c'est super, c'est 50% du travail. Les autres 50%, ils vont se trouver là, sur tout ce qu'il y a autour. Là, c'est pour vous expliquer que quand on adapte le reste, il faut penser, comme je le disais, est-ce qu'on va adapter, est-ce qu'il y a de la lecture papier? Est-ce qu'il y a de l'écriture papier? Est-ce qu'il y a de la téléphonie? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser, que nous, on se pose tous les jours quand on adapte un poste, et que je vous invite aussi, vous, à vous poser quand vous adaptez des postes, de manière à voir s'il n'y a pas d'éventuels besoins connexes à combler. La formation et le suivi. Adapter un poste informatique, c'est bien. Faire en sorte qu'il soit lisible, c'est bien. S'il n'y a pas la formation qui va avec, c'est toujours un peu dommage. Encore une fois, l'idée de la formation et l'idée de tout ce qu'on fait au quotidien, ça va être préserver la santé visuelle et améliorer l'intégration et la productivité de l'utilisateur. Vous avez ici la liste des différents logiciels sur lesquels on forme. Donc, il y a Zoomtech, Supernova, JAWS, NVDA et quelques autres un petit peu plus exotiques. Et puis ici, la liste des téléphones sur lesquels on est en capacité de former. Encore une fois, c'est aussi l'intérêt de l'audit qui est plus haut, c'est que ça va permettre de calibrer la durée de la formation. En règle générale, après l'audit, après une demi-heure d'audit, on sait toujours à peu près combien de temps de formation on va pouvoir prévoir et combien de temps de formation va être suffisant pour l'utilisateur. Encore une fois, l'idée, c'est d'arriver au meilleur rapport qualité-prix, je dirais, pour l'utilisateur, pour qu'il soit suffisamment à l'aise pour être autonome, et puis pas lui mettre trop de formation non plus, parce que, en règle générale, quand il y a trop de formation, on finit tous par faire du rabâchage, et il y a un phénomène de rejet qui apparaît. Et donc, c'est vrai que on est en capacité de former surtout ces logiciels. On va être en capacité également d'accompagner, même après la formation sur ces logiciels. On prévoit toujours un petit temps d'échange, alors en règle générale à 1 semaine, 3 mois et 6 mois, pour s'assurer que tout va bien. C'est informel, hein, c'est par téléphone, on appelle l'utilisateur.
On est bien sûr toujours disponible après la formation pour des questions ponctuelles. L'idée, c'est vraiment d'accompagner la personne. Ah, excusez-moi. Vous avez ici notre processus d'aménagement de poste de travail en termes de définition visuelle. Quand on va agir chez les clients qui veulent qu'on s'occupe de tout de A à Z, c'est le processus type. Bien sûr, il est amené à évoluer, il est amené selon les cas et selon les besoins. Ça va commencer, nous, toujours par une sensibilisation du collectif. On a une solution de sensibilisation à ce niveau-là. Certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler avec un casque en réalité augmentée. Si vous voulez plus de renseignements, je vous invite à me contacter après ce webinaire pour en parler. Mais ça va permettre déjà de sensibiliser le collectif aux difficultés de la personne. Pourquoi? Parce que la déficience visuelle est un handicap invisible. Et donc, il va y avoir un vrai enjeu de faire comprendre les difficultés de l'utilisateur. Ça va ensuite passer par une étude de poste, avec notre ergonome Thibaut, qui doit être quelque part sur le chat et qui est ergonome spécialisé en déficience visuelle. Une fois que cette étude de poste aura été réalisée et le rapport remis, on vous soumettra une sélection d'aides techniques qui seront mises à l'essai, donc pour valider l'adéquation technique avec l'utilisateur et être sûr que ça correspond bien aux besoins. Une fois que ces essais sont validés, on passera en phase de régularisation administrative avec le devis pour transmission à la GFIP, au FIPHP ou tel autre éventuel donneur d'ordre, c'est selon les cas. Éventuellement, la possibilité de location, étape par étape, et enfin, à la fin, formation et installation des logiciels. Pourquoi la formation n'est pas plus haut? C'est pour une raison toute simple, c'est que c'est immatériel, la formation, c'est du savoir. Malheureusement, on ne peut pas mettre à l'essai du savoir. Donc, s'il y a un besoin de formation en urgence et qu'il faut qu'on chamboule un petit peu l'ordre des choses, qu'on sait déjà quel logiciel va être utilisé, il peut arriver qu'on vous propose de passer la formation plutôt à ce niveau-là. Et dans ces cas-là, on vous fera un devis à part pour la formation qu'il faudra valider en amont pour qu'on soit dans les trous, si je puis dire. Encore une fois, l'idée, c'est d'accompagner le salarié tout au long de sa carrière professionnelle, idéalement. Pour tous ceux qui se posent la question de l'implantation géographique et qui ne seraient pas au courant, c'est flou, le siège social est dans l'est de la France, en périphérie de Strasbourg, à environ 25 km, je crois. Mes collègues sur le chat pourront vous le confirmer. Moi, je suis en région parisienne. Et pour tout le reste de la France, où on va être susceptible d'intervenir pour installer des postes de travail, clavier, luminaire, logiciel, micro-formation éventuellement, on va faire appel à des spécialistes en insertion numérique, des opticiens à domicile ou des ergothérapeutes qu'on a formés à nos méthodes, on leur a transmis notre savoir et en fait, ça va être nos mains. Le gros intérêt, c'est que pour vous, vous aurez toujours un seul interlocuteur qui sera interne assez flou, mais par contre, vous allez avoir la facilité et la rapidité d'avoir quelqu'un sur site qui sera formé à nos méthodes et qui sera à l'écoute de vos besoins dans un délai, en règle générale, de 2 à 3 jours. Et donc, à défaut d'avoir une boutique un petit peu partout en France, on peut réagir comme ça extrêmement rapidement, sachant qu'il m'arrive et il arrive également à Thibaut. Alors, Thibaut est dans la région d'Orléans. Je pense qu'Orléans est situé à peu près ici. Les Orléanais, vous avez le droit de me rectifier, mais je pense qu'Orléans est situé à peu près ici. Et Thibaut et moi, on est également amenés à se déplacer dans toute la France pour les cas les plus complexes. Vous avez ici une photo de toute l'équipe avec le Happiness Manager qui est juste là. Alors, les personnes autour en rouge, vous avez Olivier Delab qui, je pense, est sur le chat. J'ai cassé l'écran, pardon. Donc, Olivier qui est sur le chat, qui est le président de la société. Moi, je suis là. Thibaut, qui est notre ergonome, qui est amené comme moi à se déplacer dans toute la France. Et Nathalie Asensio, qui est la coordinatrice des relations professionnelles, qui est, je pense, également sur le chat.
et qui va répondre également à toutes vos demandes quand je ne suis pas disponible et les demandes auxquelles je ne peux pas répondre. Donc, ça vous permet également, si vous avez des questions, de limiter le nombre d'interlocuteurs de manière à avoir une réponse le plus personnalisée possible. Aujourd'hui, c'est flou, on est 16 salariés, un chiffre d'affaires de 2,7 millions d'euros, 30 000 clients et plus de 1000 références de toutes les marques du monde, à savoir qu'on a le plus grand choix en France d'aide technique, ce qui pour vous est encore une fois un avantage, que ce soit en logiciel ou en matériel, puisque en nous envoyant juste un email ou juste un petit coup de téléphone, vous allez avoir accès à toutes les marques qui sont là de manière simple, fluide et presque naturelle en définitive. Donc ça vous évite de multiplier les appels, multiplier les emails, un contact et on est là. Vous avez ici quelques-unes de nos références, alors quelques-unes seulement. On a volontairement laissé sur le slide un petit peu de place ici pour les prochains, avis aux amateurs. Ici, quelques-uns des prix qu'on a eus au fil du temps. J'attire spécifiquement votre attention sur la petite page ici, avis vérifiés. Nos avis sont certifiés AFNOR. On est suffisamment confiant pour volontairement payer une société pour ne pas avoir le droit de modifier nos avis. Donc, les avis que vous irez voir sur le site avis vérifiés sont des avis réels qu'on ne peut pas retoucher, qu'on n'a pas le droit de retoucher, et on paye pour ne pas avoir le droit de le faire. Et il est maintenant temps de passer à la séance de questions-réponses. Je vous écoute si vous avez des questions. Ou plutôt, je vous écoute, je vous lis sur le chat. Alors, je vais remonter un petit peu le chat pendant ce temps-là. Je vois qu'il y a eu beaucoup de questions. Alors, Monsieur Rousselet, la loupe de Windows à partir de Windows 10 garde une certaine netteté, permet l'inversion des couleurs et la vocalisation. Que propose réellement ZoomText de plus intéressant au vu du prix du logiciel? C'est une excellente question, Monsieur Rousselet. Je ne sais pas si... Ah ben vous êtes là, je vous vois. La loupe de Windows 10 va garder une certaine netteté sur les niveaux de grossissement les plus faibles. Jusqu'à 200%, on peut considérer que la netteté est acceptable. Quand on va agrandir au-delà, automatiquement, on va avoir cet effet d'escalier qui va apparaître. Alors, pour l'inversion des couleurs, effectivement, c'est vrai. On peut faire une inversion des couleurs tout à fait cohérente. La grosse différence avec ZoomText aura un niveau de qualité, de détail beaucoup plus fin, même sur les forts niveaux de grossissement. Au niveau de l'inversion des couleurs, on va, avec ZoomText, pouvoir inverser les couleurs sans forcément avoir à inverser les photos. C'est-à-dire qu'avant, les photos passaient en négatif automatiquement. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, ça rapporte. C'est des petites choses, mais une petite chose, plus une petite chose, plus une petite chose, ben, ça finit par faire la différence. Et au niveau de la vocalisation, alors, je vous rejoins sur ce point. L'option qui permet avec Windows de cliquer pour vocaliser une phrase ou un mot est très, très bien conçue. C'est vrai. On a la même avec ZoomText. On a quelques options en plus de vocalisation avec ZoomText, à savoir un niveau de verbosité plus important, plus de détails. Mais effectivement, pour une première approche, c'est déjà très pertinent. Ah ouais. Donc, ce qui va justifier la différence de prix, pour vous répondre, ça va être tous ces petits détails, cette qualité accrue dans les forts niveaux de grossissement, et puis encore plein d'autres petites choses. Si vous voulez, dans un second temps, on peut en parler peut-être plus en privé si vraiment vous voulez qu'on rentre dans le détail. Mais effectivement, pour quelqu'un qui n'aura pas forcément besoin d'un fort grossissement, il va être pertinent de rester sous Windows. Alors, fusion pour les profils malvoyants profonds. Merci Olivier. Christian, si je peux me permettre, on a répondu à toutes les questions pour le moment. On est sur le sujet de la téléphonie. Toutes les questions dans le chat ont été traitées, sauf contre-ordre ou autres questions.
Donc, ce serait intéressant de faire une petite parenthèse sur la téléphonie. D'accord. Y avait-il des questions sur la téléphonie? Y a-t-il des interrogations sur la téléphonie? Alors, je vais parler un petit peu de la téléphonie. Je n'ai pas de slide dédié à ça, si ce n'est mon slide plus haut. Du coup, je vais repartager mon écran. Y a-t-il toujours un niveau 2 sur le zoom text pour avoir la vocalisation? Oui. Au niveau de la téléphonie, vous avez aujourd'hui deux grandes écoles. La téléphonie dite grand public. Alors, quand je dis grand public, c'est au sens large, hein. Ça veut dire Apple et Android. Alors, Apple, tout le monde visualise. Android, ça va inclure Samsung, Huawei. Bref, tous les téléphones que vous allez pouvoir trouver en commerce grand public, qu'ils soient Darty, qu'ils soient Leclerc, etc. Et puis, vous avez d'un autre côté les téléphones comment dire, plus adaptés à la malvoyance ou à la non-voyance. Le Smart Vision 3, par exemple, le Voxy One, et dans une moindre mesure le Blind Shell. Et ça va être deux logiques un petit peu différentes. Sur les téléphones grand public, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pareil, on a énormément d'options d'accessibilité qui existent, qui sont existantes, mais qui bien souvent sont méconnues. Aujourd'hui, moi, alors vous connaissez tous, j'imagine, sur Apple Siri, hein, alors Siri, déjà, c'est génial, parce que quand on l'utilise correctement, on peut lui faire beaucoup de choses, on peut lui faire appeler un plombier, on peut lui faire réserver un restaurant, ça s'apprend. On peut vous aider sur ces questions-là aussi. Mais vous avez aussi d'autres options qui vont permettre de vocaliser totalement le téléphone et de naviguer dans son téléphone uniquement au toucher. On peut même utiliser aujourd'hui son iPhone comme une plage braille pour envoyer ses SMS de manière totalement discrète en saisissant en braille. Vous avez exactement la même chose sur les mobiles dédiés à Android. Et puis après, vous avez les solutions qui ont été développées spécifiquement pour les malvoyants ou les non-voyants, Voxy One et Smart Vision 3 pour les plus connus, qui sont des téléphones. Alors pour le Smart Vision 3, c'est un téléphone sous Android avec une surcouche, en fait, où la surcouche va être adaptée à la déficience visuelle, où on aura une navigation avec un vrai clavier physique. Et on aura un certain nombre d'options qui vont permettre d'utiliser son téléphone pour une personne qui est sur une problématique visuelle. Et puis, vous avez d'un côté le Voxy Vision. Vous avez d'un côté le Voxy Vision qui va permettre en fait, d'utiliser son téléphone, mais sur un système totalement adapté à la déficience de l'utilisateur. Alors, je regarde si vous avez d'autres questions. L'ajout de JAWS par rapport à NVDA réside principalement dans l'accès au logiciel métier. Question extrêmement pertinente. À titre personnel, mais c'est vraiment là pour le coup un avis personnel, j'ai moi-même une préférence pour NVDA. Pourquoi? Le rapport qualité-prix est forcément meilleur puisque NVDA est gratuit. Ça, c'est une évidence. L'intérêt de JAWS par rapport à NVDA, c'est effectivement une intégration beaucoup plus facile sur certains logiciels métiers, premièrement. Et puis, le deuxième aspect, c'est les services informatiques, les DSI, qui bien souvent ont du mal avec la notion de libre pour des raisons évidentes de sécurité. NVDA, le logiciel est totalement libre. Le code source est open. Hein, et donc, quelqu'un de mal intentionné pourrait potentiellement faire n'importe quoi avec. JAWS, dans la mesure où c'est un programme fermé, on n'a pas ce souci-là. Quel est l'intérêt de Fusion par rapport au niveau 2 de ZoomText? Alors, c'est une question extrêmement pertinente. Le niveau 2 de ZoomText, on va vocaliser du texte, mais toujours en se basant sur une question de Sandrine, pardon. Toujours sur une notion de visuel. On va devoir cliquer, essentiellement, là où on va vouloir lire, même si on peut le faire autrement. Et ça va suffire pour une personne qui aura une fatigue visuelle ou qui aura un début de pathologie visuelle profonde. Si on sait que la personne, à terme, à plus ou moins long terme, va finir en cécité, il y a tout un... Et pour l'instant, elle ne l'est pas,
psychologiquement parlant, et pour que l'intégration se fasse en douceur, on a tout intérêt à prendre Fusion, puisqu'on va partir de ZoomText en restant sur quelque chose de très, très visuel, pour au final arriver sur JAWS, où là, on n'est plus du tout visuel. Mais dans la mesure où l'intégration se fera en douceur, il y aura un meilleur confort et une meilleure imprégnation, si je puis dire, pour l'utilisateur ou l'utilisatrice. Et psychologiquement, c'est en général bien souvent moins dur à vivre. Donc, c'est en général très bénéfique. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? Plus de questions? Eh bien, j'ai même un tout petit peu d'avance sur les délais par rapport à l'autre fois. J'espère avoir été clair sur à peu près toutes les questions. Je vous invite tous à vous inscrire à une newsletter. Nathalie vient de poster le lien dans la fenêtre de chat. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter également directement par email à l'adresse suivante pro@cflou.com. Ou également par téléphone au 03 81 01 01 28. Merci, Monsieur Mochetti. Merci beaucoup. Je vous libère tous, vu qu'a priori il n'y a pas de bonnes questions. Je vous souhaite à tous une bonne journée.